Des 48% de Français qui souhaitent devenir leur propre patron, qui rêvent de se mettre à leur compte, et vous vous dites que la franchise, pourquoi pas. Quelques contraintes, donc vous vous posez peut-être la question de comment faire, quelles sont les démarches à accomplir. Il y en a beaucoup, donc on est là aujourd'hui pour essayer de vous apporter toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Quand je dis on, finalement, c'est plutôt vous. Vous, Thomas Gancel, vous êtes responsable animation et promotion de la franchise au sein de la FFF. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Michael Diluca, vous êtes directeur général du réseau Avenir Rénovation. Et puis Lionel Rigaud, vous êtes franchisé Attila, vous venez tout juste de vous lancer, donc vous reviendrez un petit peu sur les démarches et puis votre témoignage nous apportera l'éclairage nécessaire. Merci à tous les trois d'être avec nous, bienvenue sur ce plateau. On va essayer de répondre principalement à cinq thèmes, donc qui sont les avantages concrets de la franchise, les clés de la réussite en franchise, le coût d'une franchise, comment choisir sa franchise et puis les contraintes de la franchise, puisque ça reste quand même un point qu'on ne peut pas négliger quand on se lance. Si jamais vous avez des questions à la fin, on essaiera de voir comment on peut y répondre directement sur place. Sinon, évidemment, les intervenants seront présents sur leur stand pour vous répondre plus individuellement si besoin. Allons-y, avant de parler vraiment des clés de la franchise, l'important ce serait peut-être de comprendre pourquoi la franchise peut être un bon choix quand on démarre, qu'est-ce que ça peut apporter. Thomas, je me tourne vers vous pour avoir un petit peu le comparatif entre entreprendre en solo et puis entreprendre en franchise. Qu'est-ce que ça comporte comme différence ? Donc dans tous les cas, un entrepreneur en franchise reste un entrepreneur indépendant. Ça, c'est une première chose importante à rappeler, parce que tout le monde ne le sait pas forcément. Le fait d'entreprendre en franchise, on va le faire de façon accompagnée. On va bénéficier de ce qu'on appelle les piliers de la franchise. Donc la franchise, ça repose sur 3 piliers. Ça va être la notoriété d'une marque. On va pouvoir s'appuyer sur une marque qui existe déjà. On va pouvoir s'appuyer sur un modèle qui a été éprouvé, qui a déjà été expérimenté 1 fois, 2 fois, 3 fois par un franchiseur et parfois même par déjà plusieurs franchisés. Et on va avoir un accompagnement en amont du processus pendant l'ouverture et pendant toute la durée du contrat. Donc c'est un modèle qui quand même permet de se sécuriser et de limiter les risques d'échec, déjà d'une, et d'augmenter son chiffre d'affaires beaucoup plus rapidement que si on le faisait tout seul. Oui, parce que finalement, vous dites un concept éprouvé, ça veut dire que les erreurs ont déjà été commises potentiellement par le franchiseur, le franchisé, Exactement. Les franchisés avant. Ouais, tout à fait. Lionel, c'est quelque chose qui vous avait rassuré quand vous avez rejoint Attila, c'était cet aspect-là, pouvoir s'appuyer sur... Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que lorsque vous avez une volonté de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez 2 choix. Soit vous avez une idée miraculeuse et vous savez ce que vous voulez faire, et puis là, vous faites votre chemin. Soit vous dites, finalement, j'ai pas une idée exceptionnelle, j'ai pas un savoir-faire exceptionnel. Il y a des gens qui ont développé des concepts qui fonctionnent. Pourquoi pas finalement suivre ces concepts qui fonctionnent, et ça rassure effectivement dans le lancement d'une activité. Oui. Ouais, de ne pas se lancer tout seul, tête baissée sans savoir où on va. Tout à fait. Et vous abordiez un point important, c'était l'accompagnement. Michael, à ce niveau-là, l'accompagnement de la franchise est très important. Alors oui, la réussite d'un franchisé passe bien évidemment par l'accompagnement du franchiseur. L'accompagnement du franchiseur, c'est la transmission aussi du savoir-faire, parce qu'on parlait tout à l'heure d'un savoir-faire reconnu. C'est s'assurer de l'application du savoir-faire et derrière avoir une équipe. Donc généralement, le franchiseur organise toute une équipe au sein de la tête de réseau pour accompagner ses franchisés. Selon les franchiseurs, il y a un nombre d'animateurs pour un nombre de franchisés. Et l'accompagnement, c'est quelque chose de fort. Ça permet déjà aux franchisés de ne pas entreprendre seuls, de pouvoir s'appuyer sur la tête de réseau, sur les différents services de la tête de réseau. Donc ça peut être la communication, ça peut être la formation. La formation, c'est un accompagnement. C'est aussi les visites régulières des animateurs chez le franchisé pour qu'on puisse l'accompagner sur son quotidien, sur les bonnes pratiques et s'assurer qu'il applique bien la recette. Moi, j'aime bien dire la recette parce que clairement, quand on devient franchisé d'une marque, ce qui est important, c'est surtout d'appliquer la bonne recette, ne pas d'essayer de tout révolutionner parce que
quand on veut révolutionner, généralement, c'est que ce n'est pas forcément ce qui a été approuvé et ce qui a été testé par le franchiseur avant. Oui, l'accompagnement c'est la clé de la réussite. Et vous parliez de la formation. La formation, elle prend quelle forme? Il y a à la fois la formation initiale quand on arrive dans une franchise et puis la formation continue. Voilà, oui, tout à fait. Donc la première chose déjà, quand on devient franchisé, il y a un parcours d'intégration. Donc chez tous les franchiseurs, il y a tout le côté administratif, création de l'entreprise, le financement, etc. Et ensuite, il faut bien commencer à apprendre. Donc selon certaines marques, nous par exemple chez Avenir Rénovation, c'est 15 jours. Pendant 15 jours, ils viennent au siège et ils apprennent toutes les bonnes pratiques, l'utilisation du logiciel, les techniques de vente. Alors nous, on est dans la rénovation, donc c'est le suivi de chantier, le management d'équipe, parce que notre modèle économique, c'est 100% sous-traitance. Donc il faut aussi savoir piloter les sous-traitants. Utilisation de tous les outils digitaux, parce que c'est bien d'en avoir, mais il faut savoir les utiliser. Et enfin, on les laisse aller sur le terrain quasiment 1 mois et demi, 2 mois, pour c'est du training. Pour être en immersion, vraiment. Exactement, ils sont en immersion, parce que même si pendant 15 jours, il y a de la formation, ils vont aller sur le terrain. Généralement, on sait qu'en formation, on ne retient pas forcément 100% de ce qu'on voit. Donc, ils vont peut-être garder 30%, et ces 70%, ça va revenir au fur et à mesure qu'ils le savent sur le terrain. Et ensuite, on a une formation complémentaire. Donc, formation complémentaire, c'est qu'on les fait revenir 2-3 mois après pour que derrière, ils puissent justement se dire « Ah oui, j'avais vu ça les 15 premiers jours. Sur le terrain, je comprends pourquoi ça ne fonctionne pas. » Et donc, essayer de remettre les bonnes pratiques pendant 3 jours. Puis après, selon les franchiseurs, on peut faire différentes formations tout au long de son contrat. Ça peut être des formations produits, ça peut être des formations sécurité, ça peut être des formations manager. Enfin, voilà, oui, selon les secteurs d'activité. C'est vrai que notamment au service à la personne, il y a beaucoup de formations réglementaires qui interviennent puis après, ça dépend aussi du modèle économique du franchiseur. Est-ce qu'il y a des salariés, pas de salariés? Est-ce qu'on a je vois chez Attila, il y a des conseillers techniques, donc c'est important aussi. Il y a tout ce côté sécurité. Donc, voilà. Oui, justement, Lionel, vous êtes franchisé depuis 5 mois, donc oui. la formation est toute fraîche. Toute fraîche, oui. Concrètement, ça consiste en quoi? C'est vraiment ça? C'est vraiment à la fois de la formation terrain, technique? Donc, chez Attila, c'est un parcours d'intégration qui est basé sur 10 semaines. Donc il y a de la formation commerciale, il y a de la formation technique, il y a de la formation management, il y a de l'immersion en agence. Donc on balaye vraiment l'ensemble des problématiques auxquelles on sera confronté en ouverture d'agence. Donc c'est quelque chose de très complet et c'est quelque chose où il faut être vigilant justement au moment du choix du franchiseur. C'est qu'est-ce que peut apporter le franchiseur, quelle est la force de la tête de réseau et voilà, quel est l'accompagnement en termes de formation, parce que je ne sais pas si on l'évoquera. On y reviendra un peu plus tard, mais oui, effectivement. Après, mais voilà, c'est important tout cet accompagnement. Oui. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, Thomas. C'est important quand on choisit son franchiseur, même si on y reviendra plus tard, de bien vérifier qu'il y a une formation initiale, d'être plongé dans le bain tout de suite. Oui, tout à fait. C'est ce que j'expliquais en préambule. Ça fait partie des 3 piliers de la franchise. C'est-à-dire qu'il y a d'autres modèles économiques qui permettent d'entreprendre, entre l'entrepreneuriat seul et la franchise. Il y a d'autres modèles. Il y a de la concession, de la licence de marque, des choses que l'on peut retrouver. Mais la formation est une partie intégrante de la franchise. S'il n'y a pas de formation, s'il n'y a pas d'accompagnement, on ne peut pas appeler ça de la franchise. C'est un autre modèle économique, alors qui a ses vertus également, mais la formation est une partie intégrante de la franchise. C'est vrai que c'est une chose dont on n'a pas du tout parlé, mais on dit souvent franchise au sens large, on utilise ça comme terme générique, mais effectivement la concession, la licence de marque, le partenariat, c'est plein d'autres types de contrats que vous pourrez trouver au salon de la franchise. Ça a ses avantages, ses inconvénients, c'est à bien comparer, mais c'est différent. Vraiment, pour la franchise, il vous faut l'accompagnement, la notoriété et puis le partage du savoir-faire. C'est un indispensable. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, on l'a plus ou moins évoquée, mais finalement, c'est le taux de réussite. Quand on est en franchise, le chiffre qui est souvent avancé, c'est 90% de franchisés qui sont encore en activité au bout de 5 ans. On est loin des défaillances d'entreprise dont on parle dans le reste du secteur économique. Oui, ça c'est sûr. Déjà, entreprendre et adosser un réseau de franchise, c'est déjà aller plus vite et d'éviter les erreurs, alors j'allais dire de débutants, mais clairement les erreurs de base qu'on a déjà fait, nous quand on a créé la franchise à l'époque, on a fait toutes les erreurs possibles, que ce soit dans la gestion financière, que ce soit dans
dans la gestion d'entreprise. Et ça, c'est clair que quand on intègre un réseau de franchise, on fait déjà beaucoup moins d'erreurs et donc on va beaucoup plus vite. Et donc ça, c'est clairement un atout considérable, quoi. Oui, vous avez déjà essuyé les plâtres, finalement. Exactement, Les franchisés oui, arrivent oui. et les grosses Donc, erreurs ont il y a déjà quand été même un commises. taux de réussite qui est beaucoup plus important. Et puis l'intérêt aussi d'un franchiseur, c'est de s'assurer que son franchisé réussisse. Parce qu'un réseau de franchise où il y a des franchisés qui échouent... Oui, la réussite est commune, finalement. Commune, Donc il n'y a pas d'intérêt. Donc le franchiseur a tout intérêt de faire le nécessaire pour que ce franchisé réussisse et performe. Tout à fait. Et donc, bon, la franchise, c'est ce cadre dont on vient de parler, c'est ces bases qui sont très importantes, mais encore faut-il bien exploiter le cadre qu'on nous donne. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à mettre en place pour maximiser ces chances? Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui sont indispensables, peut-être Lionel ou Michael, des compétences requises, ou est-ce que ça s'acquiert au fil du temps? Moi, je l'ai répété tout à l'heure, j'aime bien dire ça, il faut que le franchisé applique la recette du franchiseur. Il ne faut pas réinventer la roue. Il ne faut pas réinventer, ça ne sert à rien. Sinon, il faut entreprendre seul. Quand on souhaite s'adosser à un réseau de franchise, l'erreur à ne pas faire, c'est de vouloir révolutionner le modèle. C'est toujours bien d'appliquer la recette comme un gâteau, d'appliquer la recette du gâteau et puis d'apporter sa petite touche personnelle, ses compétences personnelles. Et ça fait grandir le réseau. Parce que si le franchisé aide le franchiseur à grandir et qu'il y a vraiment une vraie symbiose entre le franchiseur et le franchisé, déjà ça fait grandir le franchiseur, ça fait grandir la marque et le franchisé a beaucoup plus de chances de réussir sans rien révolutionner. Oui, on n'y va pas pour, comme vous dites, tout révolutionner, sinon c'est pas la peine de se lancer en franchise. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, non. En tout cas, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'on signe. C'est un coût qui est pas négligeable quand vous vous installez. Donc si le principe c'est de se dire je choisis telle franchise mais que je veux révolutionner et faire les choses à ma sauce, il n'y a pas réellement... On n'est pas dans la bonne démarche. Ça peut passer par exemple, nous on a tout vu au départ, mais je prends le logo, je veux le mettre en rouge alors qu'il est en bleu. Finalement, le discours commercial, moi je trouve que c'est pas forcément bon, donc je vais changer le discours commercial, je vais plutôt dire ça. Nous, par exemple, notre modèle, c'est 100% sous-traitance. Je dis, demain, je veux mes ouvriers. Non, c'est pas comme ça qu'on a construit le modèle. Et nous, on peut plus garantir la réussite du franchisé si c'est plus le modèle qu'on connaît et qu'on maîtrise. Juste pour tempérer un tout petit peu, ça c'est vrai dans 95% des cas. La seule subtilité où on peut avoir encore un tout petit peu de volonté du franchiseur d'aller chercher de l'innovation, c'est sur les franchises en lancement. En effet, quand on a déjà 10, 20, 30, 50 points de vente, là en effet la recette elle est appliquée, elle est vérifiée et on y va. Ceux qui souhaitent en effet avoir encore un petit peu cette autonomie, il y a des jeunes franchises qui se créent tous les jours et il y a des jeunes franchiseurs qui sont ravis de s'entourer de franchisés qui ont un goût du risque un peu plus prononcé, puisque qui dit la recette n'est pas 100% établie, il y a forcément plus de risques, mais il y a aussi plus de possibilités pour les premiers franchisés de venir aider aux franchiseurs à développer, à mettre en place cette recette, à éprouver et à faire les tests. Mais ça, c'est vraiment les cas de jeunes franchises. Une fois que la franchise est établie, il faut rester dans cette recette. Et j'appuie justement, c'est très intéressant ce que tu dis. D'où le fait que c'est très important pour le franchiseur de choisir les 10 premiers franchisés. Les 10 franchisés, et je te rejoins parce que ça a été notre cas, c'est les 10 premiers franchisés qui aident à construire un réseau durable. Alors moi je suis dans le bâtiment, c'est facile de dire, c'est les fondations, mais c'est clair que les 10 premiers franchisés accompagnent le franchiseur dans son développement et construisent le réseau avec lui. Donc c'est important, les 10 premiers franchisés, c'est à bien les sélectionner et qu'ils portent l'ADN du futur réseau. Et justement, comment on sélectionne ces franchisés? Il y a des compétences, des caractéristiques, des traits de caractère qui sont importants? Alors, oui. Oui. Moi, je dis souvent, il y a en tout cas un élément qui est très important, enfin même deux, c'est la motivation. C'est déjà avoir des gens qui sont motivés. Être sûr que le métier que vous allez faire, c'est celui que vous voulez faire. Oui. N'allez pas que pour se dire tiens, c'est rentable, je vais gagner de l'argent, etc. Parce que pour gagner de l'argent, il faut déjà que quand vous voulez le matin, que ça vous plaise ce métier que vous allez faire. Et enfin, il y a un élément qu'on minimise des fois, mais qui sont quand même très importants, c'est que être franchisé, c'est être entrepreneur. Et donc, il faut avoir envie d'entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile tous les jours.
tous les matins, quand on se lève, on ne sait pas forcément ce qui va nous arriver. Enfin, je pense que tu pourras nous le dire. Et donc, ces 3 éléments, si on ne les a pas, déjà, on s'enlève des chances de réussir. Et souvent, on peut avoir des gens qui se démotivent parce que ils se lèvent le matin, ils vont faire un métier, finalement, ils ne l'ont pas forcément choisi. Ils l'ont choisi parce que c'était plutôt le côté financier. Donc, nous, on fait très attention à ça. On s'assure que déjà la personne est bien motivée, qu'elle a compris que ça ne va pas être facile au départ. Parce qu'on entreprend, même si c'est plus facile avec un franchiseur et un réseau de franchise, ça reste de l'entrepreneuriat. Vous gérez vous-même votre propre entreprise et vos propres difficultés du quotidien, que ce soit le client ou la production ou les différentes choses. Ouais. J'allais vous demander s'il y avait des points rédhibitoires quand vous voyez un candidat. Donc cet aspect, par exemple, financier, quelqu'un qui viendrait juste pour gagner de l'argent. Oui, voilà. Par exemple, nous, on a quelqu'un qui vient et dit moi, je viens chez vous parce que ça gagne de l'argent. Ça va pas trop le faire. On l'a à la fédération, nous on accompagne aussi des porteurs de projets, on a un rôle de promotion de la franchise au sens large et on a malheureusement cette question rédhibitoire, qu'est-ce qui marche bien, où je peux gagner de l'argent ça, c'est directement, je le réponds, mais si je le savais je ne serais pas là. Il n'y a pas de recette miracle en effet, c'est l'entrepreneuriat, il y a une part de risque, il y a une part d'investissement, il y a une énorme part de motivation et même si on est accompagné et qu'on limite le risque, il y a quand même un énorme travail, on est entrepreneur, on crée sa structure, on crée son cabis, on crée son entreprise, on recrute ses équipes, on les forme, on les accompagne, on ouvre la boutique, on est sur le terrain, enfin c'est des 90-100 heures par semaine avant de pouvoir espérer en effet une très belle rentabilité, une belle réussite et pourquoi pas une deuxième boutique et s'asseoir différemment. Ensuite, Exactement. Mais c'est intéressant, tous les deux, c'est ce que vous dites. Attention, un franchisé, c'est un chef d'entreprise. Et ça, c'est des choses que parfois les gens ont peut-être tendance à oublier. Vous êtes indépendant dans tous les cas. Il y a ça aussi. Nous, ça nous arrive lors des entretiens individuels d'avoir quelqu'un qui dit pourquoi vous voulez entreprendre ? Je veux entreprendre parce que j'ai besoin d'un peu plus de temps. Je dois aller emmener mes enfants le matin. J'aime bien le midi rentrer à la maison. Alors, c'est bien de trouver du temps. Alors, s'il y a des franchises où on peut le faire, tant mieux. Mais ça n'empêche que les 2-3 premières années, quand on est entrepreneur... on a moins de temps que quand on est salarié. Oui, on a vraiment le quotidien du chef ça aussi, d'entreprise. Par exemple, quand nous, on voit des gens, des candidats comme ça, on se dit, ça va être dur. Alors, il y en a qui arrivent, qui se mettent... mais c'est un peu plus long, parce que c'est dur à se mettre dans le rythme. Oui, il faut arriver à avoir tous ces points bien en tête. On est entrepreneur encore, je répète, l'entrepreneuriat, c'est... Et après, un autre avantage aussi de la franchise, c'est qu'il y a, on estime à peu près un peu plus de 2000 le nombre de réseaux de franchises en France, avec des tailles différentes, des secteurs d'activité différents, des modèles économiques différents. Et je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais comment choisir son franchiseur ? Mais c'est aussi se poser les bonnes questions. Quels sont mes besoins, mes envies, mes attentes ? Il y a des franchiseurs, en effet, qui permettent, avec un modèle économique totalement différent, de se donner du temps sur un modèle complémentaire, un revenu complémentaire, des choses comme ça. Je pense à des choses tout bêtes, mais des laveries par exemple. On peut très bien avoir une laverie. Les laveries, c'est relativement indépendant. Par contre, est-ce que je peux bien gagner ma vie et sortir un salaire complet avec une laverie en n'y travaillant pas ? Voilà, il faut se poser des questions. Ça va avec ce que je disais tout à l'heure, il faut bien choisir le modèle par rapport à ses envies, ses envies et ses besoins. Nous, on a eu des personnes qui sont venues chez nous en pensant qu'ils pouvaient travailler 50% de leur temps et 50% ailleurs. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, parce que nous, on est sur un modèle où il faut être à temps plein, voire à 150%. Et comme tu disais, la laverie ou d'autres, ça peut être du complémentaire. Et là, on peut avoir un état d'esprit différent. On n'est pas dans la même façon d'entreprendre, en tout cas. Et l'autre piège à éviter aussi, c'est le métier passion. Alors c'est très bien, il faut aimer ce que l'on va faire, bien évidemment, mais on entend aussi des gens qui disent « Ah, j'adore le chocolat, et pourquoi pas monter une franchise dans le chocolat ?» Très bien, mais est-ce que tu as conscience que demain, c'est 80 heures par semaine à voir, toucher du chocolat. Être dans le chocolat, donc c'est ta passion aujourd'hui, mais est-ce que demain, tu es prêt à le vivre à 100% ? Voilà. Donc ça peut très bien marcher. Il faut bien évidemment avoir la fibre du produit ou du service, c'est essentiel, mais attention au piège du côté trop passionnel. Oui, uniquement la passion, ça peut ne pas suffire à complètement. Et juste avant, on parlait des coûts de la franchise. Ça tombe bien, c'était une des questions. Combien ça coûte la franchise ? Parce que finalement, la franchise, c'est les coûts de l'entrepreneuriat pur. Et puis tous les coûts qui vont venir s'ajouter. Donc si on revient sur les coûts de l'entrepreneuriat, forcément en solo, c'est les mêmes. C'est dépôt de statut, choix, etc.
Et puis ensuite, en franchise, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute les redevances pour commencer? Alors, il va y avoir déjà les droits d'entrée. Droits d'entrée, en effet, c'est ce qui permet d'accéder au réseau. Dans les droits d'entrée, on va y retrouver la notoriété de la marque. On peut y retrouver les coûts de formation. Alors, parfois, ils sont décorrélés de ça. Mais en gros, ces charges, ça permet de financer le franchiseur qui, lui, va faire des démarches pour aller rechercher les candidats. Voilà, donc financer les droits d'entrée, ça permet d'accéder à la notoriété de la marque et de payer les premiers droits administratifs, on va dire. Ensuite, une fois qu'on est dans le cadre du quotidien, on a en effet les redevances. Redevances, généralement, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires qui peut aller de 0,5 à 5%, voire plus. Alors encore, ça dépend des modèles économiques. Et on peut avoir un troisième droit qui va être ce qu'on appelle les redevances de communication, qui parfois sont intégrés dans le droit d'entrée, parfois sont légèrement décorrélés pour dire vraiment faire la part des choses en disant ça c'est pour faire vivre le franchiseur parce que le franchiseur il doit continuer à se structurer, à se développer, il a la partie formation, la partie animation, donc tout ça il faut l'amortir et on décorrèle avec la partie communication sur le budget national, sachant que on le précise aussi, il reste à la charge du franchisé la communication locale. Je suis entrepreneur, je m'occupe de ma communication locale et je m'appuie sur les compétences de mon franchiseur qui va me fournir des outils, des matrices, des trames, mais je le finance de mon côté et j'ai une royalties pour mon franchiseur qui lui va s'occuper de la redevance nationale. Oui, parce qu'encore une fois, il faut bien garder en tête que le franchiseur ne fait pas tout. Donc voilà, au niveau national, c'est géré au niveau de la tête de réseau et puis ensuite à chacun de faire sa propre communication. Donc ça, c'est des choses qu'il faut bien que vous ayez en tête, vous, quand vous allez regarder les réseaux, choisir les réseaux, c'est vraiment le droit d'entrée qui est une somme fixe et puis tout le reste qui va être après en pourcentage en fonction de chaque franchiseur. Et après, ça va être des frais, je dirais, qui sont quasiment les mêmes. Hein. Tu pourras confirmer qu'un entrepreneur lambda, c'est qu'on va avoir un apport personnel qui va permettre de financer un projet sur lequel on va pouvoir s'appuyer avec des banques, avec des prêts, avec différents investissements pour financer un projet total. Et ça, c'est le lot de tout entrepreneur au quotidien. Oui, basique. Avec peut-être encore un avantage de la franchise, c'est que si on prend le cadre d'une boutique, par exemple, d'un point de vente, si on arrive seul, on doit chercher ses propres fournisseurs, on n'a pas d'économie d'échelle, alors que là, quand on doit agencer un magasin, quand on est appuyé avec un franchiseur, on va avoir des fournisseurs référencés, on va avoir les tarifs négociés. Donc vous prenez 2 boutiques, 2 chocolatiers, encore un indépendant, un franchisé, à structure équivalente, le franchisé va avoir moins de coûts à aménager sa boutique qu'un indépendant. Voilà. Oui, et puis moi je voudrais compléter avec ce que tu dis, c'est que quand on est indépendant et qu'on ne s'adosse pas à un franchiseur, vous avez quand même des coûts de création qui sont non négligeables quand on veut développer son entreprise. Tout à fait. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, même si vous ne souhaitez pas vous mettre avec un franchiseur ou une marque, eh ben, il va falloir créer un site internet. Aujourd'hui, c'est indispensable. Ne pas être sur le web, c'est fini. Le flyer, c'est bien, mais c'est plus forcément ce que le consommateur recherche. Vous allez devoir avoir un logiciel, donc il va falloir que vous trouviez le logiciel. Ça a un coût. Vous allez faire un petit peu de marketing. Vous allez faire un logo. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui sont de toute manière indispensables quand on crée son entreprise. Donc la force d'intégrer un réseau de franchise, même si vous avez un droit d'entrée, une formation, mais dans tous les cas, il faut bien se former quand même. Quoi qu'il en soit, oui. Donc certains réseaux de franchise ont cette possibilité aussi de le faire financer. Mais ça vous permet, souvent certaines personnes disent mais ça coûte cher. Ah, c'est 9 000, là c'est 7 000, c'est cher. Mais si on dissocie les droits d'entrée, la formation, le marketing et les différents outils, en fait, finalement, il y a une partie qui est incompressible, qui aurait été fait, voire même des fois, qui aurait coûté beaucoup plus cher que de passer par le franchiseur. Parce qu'un site internet, à part si on arrive à le faire, si on veut faire quelque chose de qualitatif, bon, ça coûte cher quand même, tout le marketing, etc. Donc, à un moment donné, le réseau de franchise, en tout cas le franchiseur, même si vous payez des droits d'entrée, de la formation, du marketing, des outils, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça permet d'y aller beaucoup plus vite. C'est ça, on arrive beaucoup plus vite à l'endroit où on Exactement. veut aller. Beaucoup plus vite et d'avoir des outils plus performants. Exactement. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Là où il faut être vigilant, c'est vrai que pour ceux qui vont se lancer, vous allez mettre en place un prévisionnel. Dans la réalité, finalement, la réalité colle rarement avec votre prévisionnel. Et soyez vraiment vigilant au niveau de votre lancement, prévoyez un petit peu de gras au niveau de votre financement, parce que rien ne se passe comme ce que vous avez prévu. Les grandes lignes sont respectées,
mais il y a un pourcentage de décalage qui peut être plus ou moins important. Et c'est vrai que même si le concept est bon, même si la finalité sera que la rentabilité sera bonne, les 4, 5, 6, 7, 8 premiers mois, vous pouvez parfois avoir certaines difficultés. Donc si vous n'avez pas une trésor et un petit matelas qui vous permet de passer ces difficultés, même encore une fois, si le concept est bon, vous allez échouer. Donc prévoyez tout le temps un petit peu de gras au niveau de votre montage financier. Un point important aussi que tu soulignes, en amont de tout ça, le fait d'arriver en tant que franchisé avec un franchiseur vis-à-vis des banques, quand on dit, c'est que si j'ai 50 000 euros d'apport, l'effet de levier, quand on va aller voir une banque en disant je veux créer ma structure tout seul et je veux créer ma structure avec un franchisé qui est reconnu, qui est établi, pour peu qu'il y ait déjà, que ce franchiseur ait déjà travaillé avec cette banque, si j'ai 50 euros, je vais pouvoir lever x2, x2,5 avec un franchiseur. On va lever 30% ou 40% seul. Et puis les banques, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que vis-à-vis du prévisionnel, parce que c'est bien, on parle du prévisionnel, ça c'est indispensable, les banques demandent, quoi qu'il arrive, un prévisionnel. Alors même si vous êtes en indépendant, que vous ne vous adossez pas à un franchiseur, de toute manière, pour à un moment donné prendre un financement, la banque vous demandera un prévisionnel. Le prévisionnel, quand vous êtes indépendant, est beaucoup moins crédible que quand vous faites un prévisionnel adossé à un franchiseur qui a 150 franchisés, voire même 10 franchisés. De toute manière, ça a été éprouvé, c'est toujours 10 fois plus que vous, et c'est quelque chose qui a été fait. Donc quand vous arrivez avec un prévisionnel accompagné par votre franchiseur, c'est un prévisionnel qui a été tamponné indirectement par une réussite, par quelque chose d'approuvé. Et donc du coup, rien que ça vous facilite l'accès à la création de votre entreprise. Et je voulais appuyer sur un point aussi qu'on n'a pas dit tout à l'heure, et c'est peut-être important de le dire, sur certains modèles, il est difficile de pouvoir le faire seul. Alors nous je nous donne l'exemple de nous, mais je pense aussi chez Attila et dans d'autres enseignes, ouvrir une société du bâtiment, c'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que je mets au défi certaines personnes d'aller vouloir ouvrir une société du bâtiment, d'avoir la décennale, de commencer à avoir ses certifications, voir sa FIBAT si on veut avoir de l'énergétique, etc. C'est un parcours du combattant. Et de plus en plus, c'est de plus en plus difficile. Alors que quand vous vous adossez à un réseau de franchise approuvé, c'est aussi beaucoup plus facile de pouvoir accéder à un métier dont vous n'êtes pas formé de base. Parce que la majorité des banques vont vous dire « Attendez, vous montez une société du bâtiment, ou je ne sais pas, je pourrais prendre cuisiniste ou autre, mais vous n'y connaissez rien. » C'est la première chose qu'ils vont vous dire. « Mais vous n'y connaissez rien, comment vous allez réussir ?» Je m'adosse à un réseau de franchise. Ah, bon, déjà, c'est déjà une chose. Est-ce que vous avez le prévisionnel du réseau de franchise ? Oui, ils ont 10, 15, 20, 150 franchisés. Ah, ok, d'accord. Bon, là, déjà, les banques vont déjà plus vous aider. Vous allez pouvoir aussi créer des statuts d'entreprise que vous n'auriez pas pu créer parce qu'il y a des partenariats qui sont faits. On a des partenaires avec des assureurs. Nous, je vois par exemple dans notre métier, je suppose aussi chez Attila, c'est très compliqué d'être assuré et d'avoir sa propre garantie décennale. Nous, on a des contrats cadres. Nos franchisés, en l'espace de 15 jours, ils ont une garantie décennale. Quand on est indépendant, c'est vrai que c'est rassurant à tous les niveaux pour toutes les structures, que ce soit bancaire, etc. Tout est plus facile, tout est plus facile. Les portes s'ouvrent beaucoup plus rapidement. Mais des choses qui seraient impossibles, si vous voulez, en tant qu'indépendant. Rien que lorsque vous montez votre dossier de financement, avoir accès à du crédit bail pour avoir des véhicules, avoir accès à un crédit bail ou une location de nacelle, avoir, comme tu l'expliquais, une garantie décennale de plusieurs millions d'euros. Si vous êtes indépendant, que vous n'êtes pas du métier, personne ne vous accordera ce genre de choses. Alors, c'est très cher. Ça coûtera très cher. Vous avez le cas pour les salles de sport. Les salles de sport aujourd'hui, 80% de l'investissement, c'est sur le matériel. Le faire financer seul, c'est sortir une trésorerie qui est juste inconcevable. Là, avec le crédit bail, on peut le faire. Et on en parlait un petit peu aussi sur les métiers de service à la personne. Il y a des réglementations, il y a toute une législation derrière. Demain, pour aller faire du portage de repas à domicile, pour faire de l'assistance à domicile, que ce soit les crèches, etc., le fait d'avoir un franchiseur qui a déjà toutes ces réglementations, qui nous aide dans le montage des dossiers, c'est beaucoup plus facile et encore une fois beaucoup plus rapide. Oui, puis la réglementation évolue tellement vite, surtout dans ces métiers-là, c'est bien d'avoir un franchiseur qui suit tout et qui est capable d'apporter les réponses. C'est beaucoup plus serein et pour le franchisé et même pour le client final. Quand vous arrivez, vous, en tant que franchisé, que vous allez faire du démarchage, le fait d'avoir une structure qui a une pignon sur rue, qui a une notoriété, c'est quand même plus rassurant de me dire voilà, je veux confier demain la garde de mes enfants entre une structure reconnue et une structure méconnue.
Le choix est pour assez peu qu'on vite ait fait. à prix équivalent en plus, enfin voilà, Ça peut aller vite. Et Exactement. je vois l'heure qui tourne, Oui. on va accélérer un petit peu, mais on vient de voir là vraiment tous les avantages. C'est sûr qu'on ne va pas dire qu'il n'y a pas d'avantages, il y a quand même quelques contraintes sur la franchise, notamment, vous le disiez tout à l'heure, sur le respect, l'application à la lettre finalement d'un concept qui a été éprouvé. Ça peut être perturbant pour certains. Je ne sais pas si j'appellerais pas ça une contrainte, parce qu'à partir du moment où vous avez choisi finalement votre franchise, c'est que vous avez choisi un secteur qui vous plaisait, vous avez un feeling qui est passé finalement avec votre franchiseur, donc c'est plus un cadre pour moi que des contraintes. Si ça devient une contrainte, c'est que ça devient problématique et c'est que c'était pas le bon choix. Et c'est que c'était pas le bon choix. Et puis s'il n'y a pas ce cadre, finalement, c'est la fin des haricots. Et puis tout le monde part dans toutes les directions. Et puis il n'y a plus de, chacun refait son. il y a plus de cohérence. Il y a plus de cohérence dans le Ça va avec projet. ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est savoir où on va, savoir ce qu'on veut et accepter de rentrer dans un cadre. Oui, c'est un cadre. Il faut rentrer dans un cadre. Donc moi, je suis comme toi. Alors c'est facile de le dire. Moi, je suis franchiseur. Donc je me fais un peu l'avocat du diable aussi. Hein, ouais, donc je vais pas dire je veux dire que la seule contrainte qu'il pourrait y avoir, c'est ne pas aimer avoir un cadre. Voilà, et de devoir respecter nos recettes. Bon, bah si c'est ça, il faut pas passer son chemin. Oui, il faut pas aller dans un réseau de franchise. Il faut monter sa propre société et devenir soi-même franchiseur. Mais c'est vrai que c'est une question que beaucoup se posent et en toute transparence, j'en rigole même avec les nouveaux franchiseurs quand ils ont leur premier déboire. C'est qu'arrive à un moment, chez tous les réseaux de franchise de toute taille, de tout secteur, le franchisé remet en question la notoriété ou la légitimité de son franchiseur en disant « oui, mais toi, tu n'es plus sur le terrain, etc. » Sauf qu'il oublie en effet que le franchiseur est passé par toutes ces étapes et que c'est l'ensemble de l'expérience de tous les franchisés qui s'associe à travers ce franchiseur. Donc si ce franchisé commence à remettre ça en question, c'est toujours un peu délicat, mais ça, c'est la rançon de la gloire. Je dirais ça au franchiseur. Tu as réussi quand tes franchisés commencent à te critiquer. Mais ce n'est pas une contrainte, encore une fois, je vous rejoins. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place pour ça. Nous, par exemple, on met des comités stratégiques en place parce que c'est vrai qu'on n'est plus sur le terrain. Oui, les remontées terrain sont importantes. C'est vrai qu'on n'est plus sur le terrain. Donc, ce que tu viens de dire, ça, c'est assez régulier. Tu n'es plus sur le terrain, tu connais plus ce qui se passe sur le terrain, etc. Et donc, c'est important à un moment donné de faire des comités. Et souvent, la majorité des grosses enseignes font des comités stratégiques ou des comités de pilotage justement pour avoir ces remontées et faire grandir le réseau. C'est pour ça que c'est important d'avoir des bons franchisés et un bon franchiseur et d'avoir une symbiose sur les deux. Ouais, que l'équipe fonctionne vraiment de cette manière. C'est pour ça que je les rejoins sur le fait que ce n'est pas une contrainte encore une fois, je ne dis pas que tous les franchiseurs le font, mais en tout cas, ceux qui ont compris l'importance de le faire le font bien. Et à partir du moment où le franchiseur écoute ses franchisés, c'est plus une contrainte. Parce que oui, j'ai un cadre, mais le cadre, on va le faire bouger ensemble en fonction de la législation, des attentes des clients, etc. Mais ce n'est pas moi tout seul qui prends l'initiative, on va le faire ensemble. Voilà. Donc c'est important quand on choisit, puisqu'on va en arriver à la dernière partie, c'est important quand on choisit son franchiseur de faire attention notamment à ça. Il faut avoir des valeurs communes, il faut avoir une vision commune. Et encore une fois, ça revient à ce qu'on expliquait au début, bien choisir, pas uniquement pour l'argent. Pourquoi vous le faites ? Pourquoi vous faites ce choix et pourquoi vous avez choisi tel franchiseur ? Mais encore une fois, je pense que c'est des rencontres entre deux personnes, un franchisé et un franchiseur, et ça match. Je ne peux pas dire que c'est simplement une relation commerciale, c'est un point de vue de la vie, d'une philosophie et d'un mode de développement entre deux entreprises finalement. Moi, je vais rebondir là-dessus parce que c'est très intéressant, c'est souvent ce qu'on dit. Il faut porter l'ADN du réseau. Bien sûr. Et il faut avoir la même vision que comment veut emmener le dirigeant du réseau. Parce que si à un moment donné, on n'est pas en phase sur la stratégie de développement, sur la vision d'entreprise du franchiseur, ça peut pas fonctionner. Oui, c'est un contrat commercial, mais pas que. Oui, c'est pas que un contrat commercial, c'est un contrat de mariage presque. C'est souvent ce qui se dit. Mais nous, en effet, quand on rencontre des porteurs de projet, et je le dis à tous ceux qui seront présents aujourd'hui, ceux qui vont nous voir sur le stand, tous les porteurs de projet, je fais souvent le parallèle entre les deux. Aujourd'hui, on est sur un salon de rencontre où demain, on va rencontrer son futur partenaire avec lequel on va partager une relation de 3 ans, de 7 ans, de 10 ans, de 15 ans. Oui, c'est long. Donc c'est long, on est sur du long terme. Et c'est pas juste une relation contractuelle, il y a une vraie relation de partage, de confiance. J'investis dans quelqu'un, je vais mettre de 20, 30, 50, 100 000 euros dans quelqu'un qui va me faire vivre, ou avec lequel je vais vivre pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et en fait, il faut être
transparent. Ça, je Porter dis la même toujours, vision. avec soi-même déjà, ne pas se mentir, quels sont mes besoins, quelles sont mes attentes, on le disait, hein. Est-ce que je suis prêt à travailler 90 heures par semaine, est-ce que je vais me dégager du temps, est-ce que se poser déjà vous-même les bonnes questions et être le plus transparent possible avec son franchiseur. Il y a des franchiseurs, comme je disais, qui vont plus ou moins ouvrir la porte aux actions individuelles, d'autres pas du tout. Posez-vous la bonne question, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'accepte un cadre très rigide ou est-ce que j'ai besoin d'un cadre plus ou moins souple? Posez la question au franchiseur qui est en face de vous. Si vous avez besoin d'un cadre très souple et qu'en face, le franchiseur ne le permet pas, partez, c'est pas grave. Il y a un autre franchiseur qui aura la même ADN que vous. C'est choisir son franchiseur. Je sais qu'il y avait une question de comment choisir un bon franchiseur. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le bon? Le bon franchiseur, il y a les bonnes pratiques. Là, la FFF pourrait encore mieux le dire, mais il y a les bonnes pratiques de la franchise, c'est-à-dire respecter le cadre de la franchise avec l'accompagnement, la transmission du savoir-faire, etc. Bon, généralement, quand on est dans un contrat de franchise, quasiment tous les franchiseurs le respectent. En tout cas, le bon franchiseur doit le faire. Mais ensuite, c'est choisir son bon franchiseur, c'est choisir un franchiseur qui me correspond. Voilà. C'est juste, il faut que le franchiseur... Il y a des franchisés qui peuvent venir chez nous et dire non, là il y a trop de cadres, moi ça me convient pas, je veux un peu plus de souplesse, je veux être beaucoup. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas autonomes, attention, mais en tout cas il y a peut-être plus de laxisme dans la partie commerce, un petit peu plus de laxisme sur les produits à vendre, où ça correspond plus. Et donc le franchisé doit se dire je porte ces valeurs, ça me va, le cadre me convient. Ouais, et n'hésitez pas à prendre contact avec des franchisés qui sont déjà en place. C'est ce que j'allais dire, à les rencontrer. Donc la tête de réseau a son discours. Des fois il y a des discours qui sont vraiment bien mis en place, très intéressants. N'hésitez pas à prendre contact avec des franchisés, voir est-ce que ce discours de la tête de réseau est réellement une réalité. C'est bien de mettre en parallèle le discours officiel et puis ce qui se passe sur le terrain. Ça fait partie des indispensables. Quand vous avez sélectionné les réseaux qui vous intéressent, d'aller après à la rencontre des franchisés en place et de voir comment ça se passe vraiment sur le terrain. Tout à fait. Et après, c'est pas toujours facile d'accéder à des réseaux. Parfois, il y a des franchisés qui ont aussi un peu peur de se dire non, je veux pas forcément partager, même si globalement c'est ouvert. Vous avez les sites sur toute la franchise, sur le site de la fédération, vous trouverez régulièrement sur internet des témoignages de franchisés qui acceptent volontiers de partager leur parcours. Et aujourd'hui, pendant ces 3 jours sur Franchise Expo aussi, c'est une nouveauté, il y a un espace meeting où des franchisés sont à votre disposition. Vous pouvez prendre des rendez-vous pour discuter avec eux de leur parcours. Et eux, ils ont, à part le plaisir de partager le métier de franchisé, leur expérience, ils n'ont rien à gagner. Ils ne sont pas là pour vous vendre à tout prix leur franchise. Ils le font de façon bénévole pour partager le milieu de la franchise. Voilà, c'est important. Puis leur quotidien de chef d'entreprise vraiment sur le terrain et non pas juste le discours officiel du franchiseur qui a son importance, mais qui est pas aussi franc peut-être ou pas aussi clair que le franchisé qui est sur le terrain. Ouais, tout à fait. En tout cas, il partage son quotidien, que ce soit le positif et le négatif. Et ça permet en tout cas de mieux se rendre compte de la difficulté aussi terrain, parce qu'il y a des difficultés terrain. Oui, puis de plus se projeter aussi. C'est vrai que c'est toujours important de voir celui qui le fait au quotidien plus que la tête de réseau en elle-même. Je crois qu'on a à peu près fait le tour nous, de tout ce qu'on voulait vous dire. Est-ce qu'il y a quelques questions? Alors, on n'a pas de micro à vous faire passer, mais on va essayer de vous entendre. Bonjour. Pas de souci. Au niveau du local, vous voulez dire l'emplacement? Alors, généralement, c'est conjoint, d'accord? C'est-à-dire que vous avez, encore une fois, c'est un travail commun entre le franchiseur et le franchisé, et là encore, avec plus ou moins de latitude. Il y a des franchiseurs qui vont être très exigeants, qui ne vous laisseront pas signer n'importe où, d'accord? Parce que, encore une fois, c'est l'image de l'enseigne qui compte. Et comme on le disait, c'est quelque chose qui est gagnant-gagnant. Donc, l'objectif du franchiseur, qui connaît très bien son secteur d'activité, qui sait très bien les endroits où ça marche ou ça ne marche pas, il ne va pas vous laisser ouvrir et vous casser les dents dans un endroit qui ne fonctionnera pas. Généralement, il y a une analyse marché qui est faite aussi. Et c'est pour ça que je dis que c'est commun, parce que le franchiseur va fournir ce qu'on appelle un état local et un état général du marché, mais le franchisé doit faire son étude de marché.
D'accord ? Donc, vous pouvez être force de proposition sur un endroit, le valider avec votre franchisé et appuyer d'une étude de marché, mais vous avez aussi des franchiseurs qui vont vous dire, bah, tiens, ça tombe bien, j'ai vu tel local, renseigne-toi. Voilà. Mais donc, c'est vraiment un travail commun. Vous voyez, alors si je juste rajouter aussi, ça dépend aussi de la stratégie du franchiseur dans son acquisition client. Bon, il y en a, c'est ils ont des magasins, des points de vente, donc c'est aussi un emplacement, un nombre d'habitants, c'est des emplacements stratégiques. Et puis il y en a d'autres où il n'y a pas forcément besoin de points de vente, comme c'est notre cas. Nous, on va plutôt pas imposer un emplacement, mais on va s'assurer qu'il y aura suffisamment de visibilité digitale, parce que nous, c'est notre recette, qui fournira suffisamment de visibilité web à des emplacements stratégiques pour vous emmener plus de visibilité, donc plus de clients. Et n'hésitez pas à prendre du recul sur l'étude locale de marché qui vous est donnée par le franchiseur, parce qu'à la fin, c'est vous qui investissez, c'est vous qui êtes garant finalement du développement de votre business. Donc, n'hésitez pas à faire une étude aussi de votre côté pour approfondir ces études locales de marché qui ne sont pas à prendre en argent comptant. Oui, il faut bien garder en tête, encore une fois, vous êtes votre propre patron, vous êtes donc à votre vous propre patron, de faire les démarches c'est nécessaires. vous qui prenez les risques. Et à la fin, si l'étude locale de marché n'était pas assez finalement approfondie, c'est de votre responsabilité parce que vous allez aller à l'échec. C'est important de le rappeler, effectivement. Est-ce que... Juste encore une question. Quand on dit participation 7 500 € au départ, c'est 7 500 € pour la formation, l'accompagnement ou le local en lui-même, ou s'il y a un... Je sais pas. Ça dépend ça dépend des franchiseurs. Chacun a sa stratégie, sa politique de frais d'intégration. Vous allez avoir des franchiseurs qui vont avoir des frais, des droits d'entrée, d'autres pas du tout. Il y en a qui vous font payer la formation, pas d'autres. D'autres vont vous faire payer une recherche de local ou pas du tout. Ça, il faut, selon l'enseigne, chacun sa politique d'intégration et de frais de droit d'entrée, par exemple. C'est vraiment au cas par cas. Il faut que vous alliez vous renseigner sur chaque franchise directement. Merci. Il y a une autre question juste... Pardon. Désolé. Merci. Merci pour votre intervention qui était très intéressante. Je comprends que du coup, le franchisé entre un peu l'entrepreneuriat pur et dur et l'intrapreneuriat au sein du reste du franchiseur. Du coup, je me demandais, c'est peut-être une question plutôt à long terme et un peu technique, à qui appartient la clientèle finalement? Parce que du coup, on développe... C'est une bonne question, ça. On développe... le franchisé développe sa clientèle en local, mais on agit quand même sous l'enseigne du franchiseur. Du coup, je me posais la question de savoir à qui appartient la clientèle. Je sais pas si c'était la... C'est une question qui fait débat au sein de la Fédération française de la franchise. On a également un collège d'experts dans lequel on retrouve plusieurs avocats, plusieurs comptables, etc. Donc la donnée matérielle, elle appartient au franchisé. C'est son fichier client. Maintenant, dans une logique de gagnant-gagnant, il n'est pas rare que ce fichier soit partagé avec le franchiseur au national pour avoir plus de puissance nationale. Maintenant, c'est votre pas de porte, c'est votre clientèle. Mais encore une fois, ça dépend des modèles économiques. Toi, en effet, tu n'as pas de pas de porte. Nous, par exemple, nous, on est basé sur une stratégie 100% digitale. Donc, on fait l'acquisition de vos clients, enfin futurs clients majoritairement, parce qu'on fournit à peu près entre 25 et 30 contacts qualifiés par mois par franchisé. Nous, on a fait le choix contractuellement de partager en fait la propriété du client. C'est-à-dire que nos franchisés, si demain ils repartent ou ils revendent un fonds de commerce, ils peuvent aussi, s'ils ferment pour quelques raisons, récupérer leurs clients, mais ça n'empêche qu'on conservera toujours la propriété. Alors ça, c'est toujours pareil, ça dépend du franchiseur, ça dépend du contrat, donc il faut bien lire le contrat de franchise. Mais je pense sincèrement, pour moi, c'est pas forcément... C'est pas une mauvaise question. Encore une fois, c'est une propriété gagnant-gagnante. Ouais. Donc, c'est pas plus votre client que le client du franchiseur. Vous avez une base de données clients qui vous permettent ensemble de grandir. Tout dépend dans quel secteur d'activité vous souhaitez vous lancer et ce que vous souhaitez faire. Dans tous les cas, finalement, un client... Quand on dit le client appartient au franchiseur ou au franchisé, le client appartient à personne. Il travaille avec celui avec qui il a envie de travailler. Ce qui est important, c'est la relation contractuelle. C'est-à-dire que si vous avez des abonnements, des machins, etc., bon, bah, c'est là où on dit c'est mon client,
c'est des éléments récurrents. Voilà, Bon, ça soyez dépend des vigilants. modèles. Voilà, soyez vigilants au moment du choix de votre franchiseur, comment vous êtes lié, s'il y a une défaillance du franchiseur, qu'est-ce que ça implique finalement dans votre business futur. Donc ça fait partie au moment du choix de votre franchiseur, de ne pas non plus être pieds et poings liés. Demain, si vous avez une défaillance du franchiseur, c'est aussi votre avenir, vous en tant qu'entrepreneur, qui peut être menacé. Donc il faut faire attention à ces points-là. Je suis désolée, je vais être obligée de vous couper. On peut poursuivre les questions. Je sais qu'il y en avait d'autres qui étaient de l'autre côté. On va les poursuivre hors antenne parce qu'il va falloir qu'on rende le direct pour les conférences suivantes. Merci à tous, merci à tous les trois et bon salon à tous. Merci, bon salon à tous. Vous avez une question ? Il y avait une question.